Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est encore moi, Judith Gagnon de l'AQDR Québec. On est chanceux aujourd'hui. On va pouvoir parler en profondeur de l'enjeu du logement pour aînés. On a M. Félix Marois, qui est représentant du BAI, le Bureau d'animation et information logement du Québec métropolitain, qui fait de la défense des droits, des intérêts des locataires depuis 1970. C'est vraiment une mission fondamentale. Puis l'objectif principal de l'association, c'est reconnaître le logement comme un droit fondamental pour toutes et pour tous. Alors, bonjour, Félix, ça va bien? Oui, et vous, merci de m'avoir. Écoute, on va attaquer tout de suite le point principal. Parfait. La protection contre la reprise d'un logement pour les aînés. Est-ce que tu peux en parler? Oui, donc là, ça c'est souvent connu sous le nom de la loi Françoise David. Oui. Donc, le gouvernement a modifié exactement c'est qui est protégé par cette loi-là l'année passée. Donc, il faut remplir 3 exigences pour être protégé. Avant tout, une reprise, si vous ne savez pas c'est quoi, ça c'est lorsque le propriétaire met un locataire à la porte sous le prétexte qu'il veut y habiter ou un membre direct de sa famille. Donc, les locataires qui ont plus de 65 ans, qui vivent dans leur logement depuis plus de 10 ans et qui ont un revenu de moins, à Québec, le revenu c'est, pour un couple ou une personne tout seul, c'est de moins de 45 000 environ. Ça peut varier d'une région à l'autre. Il faut communiquer avec l'Office de l'habitation locale pour savoir c'est quoi le seuil exact. Donc, vous pouvez pas être victime d'une reprise. Sauf si la personne qui veut prendre le logement répond aux mêmes critères. Donc, un propriétaire qui veut héberger sa mère aînée qui a faible revenu peut mettre un locataire aîné à la porte, mais c'est l'exception de la protection. Donc, vraiment, la reprise, si vous êtes un locataire aîné avec votre propriétaire et que vous répondez à ces critères, Ouais. un propriétaire ne peut pas vous mettre à la porte. Ben alors, s'il arrive, puis il dit, ben là, je vous mets à la porte, puis tout ça, qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger, même si tu as des droits? Donc, nous aussi, c'est sûr qu'on recommande aux locataires, s'ils font face à quelque chose comme ça, jamais signer. Jamais signer initialement. Souvent, ça c'est très important. Si un propriétaire arrive, jamais signer sur le coup. Okay. Les propriétaires arrivent avec toutes sortes d'ententes. Je te donne 3 000 si tu t'en vas, je te donne 500 je te laisse résilier ton bail. Vous êtes obligé de rien signer sur le moment. Prenez le temps d'y réfléchir. N'hésitez pas à contacter un groupe comme le BAI. On est toujours prêt à on reçoit des appels tout le temps. Vous pouvez contacter avec nous ou un autre comité logement de votre quartier pour avoir l'information, discuter c'est quoi vos droits. Mais il ne peut pas vous forcer de quitter. Aussi, c'est important de savoir, et ça s'applique pour tous les locataires au Québec. Là. Il n'y a aucune manière de vous forcer à quitter le logement sans passer devant un juge. OK. Si vous voulez pas quitter votre logement, le propriétaire va devoir aller devant un juge au tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement. OK, ben c'est important, là. Écoutez-le bien, là. Il sait, lui, qu'est-ce qu'il parle. Acceptez pas, là, parce que j'en ai vu qui nous ont appelés puis qui ont accepté, puis après, ils regrettent. Oui. Quand un aîné s'en va en RPA, qu'est-ce qui arrive? Donc ça, c'est difficile de mettre fin à un bail en cours de bail au Québec, mais si on a besoin d'aller en résidence pour aînés, ça c'est l'une des exceptions qui existent au Québec, là. Donc, à tout moment, si vous devez quitter votre logement pour des raisons de santé pour aller dans une résidence, vous pouvez mettre fin à votre bail en donnant un avis de 2 mois à votre propriétaire. Donc ça, il suffit de donner la preuve qu'on a une résidence, un avis d'un médecin ou d'une travailleuse sociale qui dit pourquoi on a besoin d'y aller, et un formulaire qui est disponible au TAL, qui dit que pour qu'on quitte, c'est 2 mois de préavis. Donc, à tout moment dans votre bail, vous pouvez quitter votre logement si vous remplissez, si vous avez un endroit, une chambre en résidence. Ça s'applique également si on a accès à un appartement en logement subventionné. Donc, si on va déménager dans un HLM, on peut aussi mettre fin à son bail pour cette raison-là. OK. Parfait. Fait qu'ils peuvent pas aller contre la personne qui déménage s'il suit toutes les procédures et toutes les informations. Non. On paye les 2 mois de loyer, puis on peut déménager à la fin de ces 2 mois-là.
Bon, mais je pense que c'est important. Est-ce que, avec ces deux circonstances-là, est-ce qu'il y a aussi d'autres cas qui arrivent aux aînés que vous pouvez nous parler, qui sont importants, puis leur dire un peu comment se prémunir des situations? Donc là, le plus gros problème qu'on voit avec les personnes aînées cette année et dans les dernières années, c'est que les loyers augmentent significativement plus vite que les revenus. Pour beaucoup de personnes aînées, on est sur des revenus fixes qui sont ajustés 1-2% d'augmentation par année. Quand ton loyer augmente de 7-8%, c'est normal qu'on n'arrive plus là. Donc là, le propriétaire peut pas vous augmenter comme il veut. Il y a une procédure. On a le droit de refuser une augmentation de loyer. Encore ici, on encourage le monde à entrer en contact avec nous, un autre groupe. Je vais pouvoir nous donner les coordonnées plus tard. Si vous avez un avis d'augmentation que vous considérez abusive, on peut faire un estimé avec vous, voir si ça correspond aux normes légales. C'est aussi important de savoir que une nouvelle problématique qu'on voit cette année qui affecte pratiquement les personnes aînées, c'est que les propriétaires communiquent de plus en plus avec les locataires par des nouveaux moyens technologiques. Donc, on envoie des formulaires électroniques à remplir. Souvent, les locataires aînés que nous, on contacte, sont pas à l'aise avec ce genre de formulaire-là. Donc, exemple, si votre propriétaire vous envoie un formulaire de renouvellement électronique, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous pouvez envoyer quand même une lettre enregistrée, comme on a l'habitude de le faire, pour dire que je refuse mon avis d'augmentation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même formulaire que lui est rempli, surtout qu'on voit souvent que ces formulaires-là, la loi prévoit que dans un avis de renouvellement, il doit y avoir « j'accepte la hausse, je déménage et je refuse la hausse et je reste ». Mais souvent, ces formulaires électroniques-là, il y a juste deux options. Donc, c'est important de savoir qu'on n'est pas obligé d'utiliser le même formulaire que le propriétaire. Mais là, Félix, ça m'inquiète, là, ce que vous venez de me dire. Il y en a qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas aucun rien. Alors, si le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, le propriétaire, il a l'obligation de démontrer que vous avez reçu l'avis d'augmentation. Mais on a vu des cas où, dans un avis de renouvellement, le propriétaire dit, à partir de maintenant, toute communication sera par courriel. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais on a le droit de refuser ça, absolument. Mais c'est important de savoir qu'on peut refuser toutes les modifications à un bail, incluant ça. Et le propriétaire, si jamais, exemple, vous ne recevez pas un avis comme ça, et vous ne payez pas le loyer augmenté au 1er juillet, et que ça se rend jusqu'au tribunal du logement, le propriétaire va devoir démontrer la preuve que vous avez bien reçu l'avis d'augmentation. Parce que si vous n'avez pas Internet, si vous n'avez pas de courriel, puis il ne va pas y en avoir de preuves. OK, je comprends, mais c'est une drôle de manière. Hein? Je trouve que là, ça s'en vient un peu difficile. Autre question qu'on a vu beaucoup. Oui. On a eu des téléphones là-dessus. Moi, j'ai une amie qui me dit que son propriétaire veut rénover et puis le mettre au goût du jour puis tout ça, et puis que là, il faut qu'elle quitte. Et après, qu'elle devrait payer 300 piastres de plus par mois. Est-ce qu'elle peut refuser ça? Absolument. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des travaux majeurs. Le propriétaire a le droit de faire des travaux dans le logement, mais c'est important de savoir que ça ne met pas fin à votre bail. Vous avez le droit de refuser et le propriétaire va devoir aller au tribunal, démontrer pourquoi les travaux sont nécessaires. Ça ne change pas les conditions à votre bail. Ben, ça, répète ça, là, parce que c'est important. Ça ne change pas votre bail de faire les travaux majeurs, là. Vous pouvez pas, le propriétaire n'a pas le droit de faire une augmentation. S'il y a déjà un mécanisme prévu par la loi pour une augmentation de loyer lorsqu'il y a des travaux, et ça va être en janvier à mars, comme ça va être inclus dans votre avis d'augmentation de l'année prochaine. C'est totalement illégal de changer ça en cours de rôle. Et aussi, c'est très important de savoir, ça c'est essentiel, si vous devez vous relocaliser pendant les travaux, ça doit coûter $0 au locataire. Donc, si vous devez rester dans un hôtel, c'est le propriétaire qui paye. S'il y a des frais de déménagement ou d'entreposage de vos choses, c'est le propriétaire qui paye. Si vous devez vous trouver un logement qui est plus cher que le logement que vous utilisez actuellement, où vous vivez actuellement, c'est le propriétaire qui doit payer la différence. Personne ne sait ça. Le monde ne sait pas ça. La loi prévoit que ça coûte $0 pour le locataire qui subit des travaux majeurs et a le droit de revenir dans son logement aux mêmes conditions qu'avant. OK. Jusqu'à la fin du bail. Jusqu'à la fin du bail, mais là, l'année d'après, il peut y avoir une augmentation salée. Oui. Puisque cette année, pour chaque $1,000 de travaux dans un logement, on peut augmenter le loyer de $4 par mois.
Ça, c'est... Donc, si le propriétaire met plusieurs dizaines de milliers de dollars dans un logement, soyez prêts ou prêtes à recevoir une augmentation assez élevée l'année d'après. Mais sachez que vous avez le droit de refuser ces travaux-là et le propriétaire va devoir aller au tribunal, vous expliquer pourquoi ils sont nécessaires. Il est aussi obligé de vous informer 3 mois à l'avance si vous allez être relocalisé pendant plus de 10 jours. Mais écoute, je pense que les gens savent pas ça. Là. Félix, c'est clair, là, parce que moi, j'ai des gens qui sont dans des groupes puis ils se font avoir. Ah oui. Ils connaissent pas ces conditions-là. Est-ce que il va falloir qu'on mette sur notre site qu'il faut qu'ils vous appellent? Ah oui, si vous voulez à faire chaque ça. fois qui arrive dans une situation complexe comme ça, puis que c'est très inquiétant là, d'appeler parce que mais écoute, je veux aborder quelque chose vu que tu es si connaissant puis que même moi ça me fait connaître des choses, mais il y en a même qui me disent qu'ils arrivent à 2, 3 avec le propriétaire, 2, 3 personnes assez qui ont l'air assez d'aplomb. Puis, mettons, c'est une madame toute mince puis toute, puis un peu nerveuse. Ben, il la fragilise encore plus. Oui, on voit quand même souvent des cas comme ça, surtout lors de l'achat d'un nouveau bloc. Donc, votre bloc se fait acheter par un nouveau propriétaire. Et là, le lendemain, il arrive, le propriétaire puis 2 de ses employés chez vous. Bonjour, madame une telle. Signez ce papier. Oui, vous êtes obligé de le signer, puis le papier, c'est soit pour mettre fin au bail, soit pour augmenter le loyer de $500 par mois, puis madame une telle connaît pas trop ses droits, est intimidée par la simple présence de 3 hommes chez elle, signe, puis après ça, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière, là. Mais oui, mais là, qu'est-ce qu'elle fait, la madame, si elle sait pas, puis il rentre dans son logement comme ça, puis là, il commence avec toute leur façon d'agir. Ça, c'est vraiment... Est-ce qu'il faut qu'elle appelle la police? Si on se sent en danger, on dit aux locataires qu'ils peuvent appeler la police. S'ils se sentent en danger, c'est un droit. Aussi, le propriétaire doit aviser 24 heures à l'avance s'il veut entrer dans le logement. OK. S'il avise pas, mettons, moi, je suis tout seul, là, dans mon logement, puis il avise pas, puis il cogne à la porte. Vous n'êtes pas obligé de lui ouvrir. Ah. Si le propriétaire vous a pas avisé, sauf s'il a une urgence, exemple, la fenêtre est cassée, il y a un dégât d'eau en cours, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte à votre propriétaire si vous n'avez pas avisé à 24 heures à l'avance. Bon, ben ça, il va falloir le répéter beaucoup, puis je pense que j'ai une idée après, là, sur ce qu'on va faire. J'ai aussi d'autres personnes, écoutez bien ça, qui ont vieilli, puis ils sont moins agiles, puis tout ça. Et il y a des logements où il n'y a pas de rampe d'escalier. Puis le propriétaire leur dit, ben, si vous n'êtes pas capable, au revoir. Merci. Mais là, ces gens-là, il y en a qui ont vraiment des gros problèmes de mobilité. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut exiger qu'ils mettent une rampe? Donc, pour un propriétaire privé, c'est difficile, ce genre de cas-là. Ça serait vraiment plus de se tourner vers un logement social ou un logement dans une résidence pour aînés. Il y a un programme qui existe pour subventionner les rénovations pour rendre les appartements plus adaptés pour les personnes soit âgées ou à mobilité réduite. Mais, comme bien des programmes, il est sous-financé. Exemple, là, il y a plus d'argent dedans. Donc, jusqu'à temps que le gouvernement décide de le refinancer, il n'y a pas de nouvelles subventions qui sont émises par rapport à ce projet-là. Je me souviens pas du nom exact, mais subventions avec des rampes ou des ascenseurs pour... Parce que on entend ça souvent. Je te dirais même que j'ai vu des gens avec une canne arriver à mon bureau. Nous, on est au ras du sol, là, puis ils sont plus capables. Ça peut être un motif, par contre. C'est difficile de forcer le propriétaire à faire ces rénovations-là, mais ça peut, par contre, être un motif pour mettre fin à un bail. Oui? Si on a l'avis d'un médecin qu'on a besoin, pour des raisons médicales, de quitter son logement, on peut également mettre fin à ce bail, notamment si on va en résidence privée ou si on a besoin d'aller dans une maison qui répond à nos besoins physiques ou mentaux. Mais ça, je trouve ça un peu plate parce que ça arrive fréquemment. Que les gens se retrouvent avec des logements qui deviennent plus adaptés à leur façon, à leurs besoins, et puis qu'on puisse pas forcer le propriétaire à mettre des rampes puis des affaires. Oui, c'est dommage. C'est très difficile pour les personnes à mobilité réduite de se trouver des logements, mais dans le cadre légal actuel, il n'y a pas grand-chose qu'on peut forcer un propriétaire privé à faire.
Alors, je veux pas trop faire rien. Là, on va passer à un autre point. On a aussi des gens qui nous appellent, qui sont dans des chambres. Oui. Est-ce que, puis qui nous disent qu'ils n'ont pas de bail, que dans des chambres, le propriétaire dit qu'il n'y a pas besoin de bail, et puis qu'il peut les faire quitter n'importe quand, etc. On l'a vu très fréquemment. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est vrai? Donc, si vous payez à chaque mois un logement, une chambre, vous avez un bail. Qu'il soit écrit ou verbal, vous avez un bail. Vous avez les mêmes droits que si vous aviez un bail écrit, et la loi prévoit que si sur demande, le propriétaire est obligé de vous fournir un bail écrit. Mais ça, c'est encore une chose que les gens ne connaissent pas. Ça veut dire que toute personne qui rentre en chambre, même si on lui dit, oh, regarde, t'as pas de bail, ça n'existe pas pour les chambreurs, c'est pas vrai. Cette personne-là a un bail et a les mêmes droits que si elle en avait un. L'enjeu, c'est que c'est plus difficile de les prouver. Donc, on encourage fortement les gens à en avoir un. Il y a une procédure légale pour forcer le propriétaire à vous en donner une, mais c'est important dans ce cas-là, la preuve de votre bail, c'est la preuve de paiement mensuel. Donc, demandez des factures si vous payez argent ou chèque. Assurez-vous d'avoir une preuve que vous avez donné l'argent. C'est ça qui démontre votre lien, le contrat légal, mais c'est un contrat verbal, mais quand même, c'est un contrat que vous avez avec votre propriétaire. Il ne peut pas vous mettre dehors n'importe quand. Il ne peut pas augmenter le loyer plus qu'une fois par année. Il est obligé de répondre à vos besoins, puis ça peut pas être, on peut pas laisser une infestation ou du mauvais entretien. Il a aussi l'obligation de gérer les problèmes éventuels avec le voisinage, comme si c'était un logement normal. Ouais, parce que je vous dis là, ça, on l'a entendu énormément. Puis les gens, vous savez, quand les gens arrivent en chambre, souvent ils sont plus vulnérables. Oui. Ils ont beaucoup moins d'argent. On en a vu aussi qu'ils ont moins de cognition, si tu veux, puis ils se font dire n'importe quoi, puis ils n'ont pas l'énergie pour dire « on a-tu telle affaire? » Fait que ça veut dire que... Puis ils se défendent pas non plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc c'est vraiment... Les maisons de chambre, c'est vraiment souvent la dernière étape avant d'aller à la rue aussi pour bien des gens, là. Donc c'est important de savoir que vous avez des droits également. Vous avez les mêmes droits que dans un logement privé, comme si vous aviez un 3,5 dans un appartement. C'est les mêmes droits et vous pouvez nous contacter aussi. On fait un accompagnement avec ça. Mais on peut pas vous mettre à la porte juste comme ça. Comme je disais plus tôt, pour mettre quelqu'un dans une porte, dans une chambre ou dans un appartement privé, il faut passer devant un juge au Québec, là. Dans tous les cas, il n'y a pas d'exception. Même si vous ne payez pas, même si vous causez des problèmes avec les voisinages, peu importe la raison, il n'y a aucune manière de vous forcer de quitter votre logement ou votre chambre sans passer devant le tribunal. Bon, ben je pense que vous écoutez, là, on a un expert avec nous, là, puis il vous le dit, là, vous avez des droits, puis on n'a pas d'affaire à vous faire partir. Là, il y a un autre cas qu'on a recensé. Les gens, il y a eu des fermetures de petits RPA dernièrement. Et puis, les gens n'ont pas été reclassés ou relogés dans un autre RPA. Alors, on a vu par des travailleurs de milieu qui sillonnent un peu les quartiers que ces gens-là, des fois, se retrouvaient dans la rue ou dans des chambres. Donc, officiellement, le CIUS, avec les travailleurs du CIUS, sont supposés faire un accompagnement. Mais comme bien des programmes, il y a des gens qui peuvent tomber dans les cracks. Mais c'est vrai, on en voit un peu moins cette année. Mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup de fermetures de résidences pour aînés dans la région de Québec, là. On parle beaucoup. Ouais, des centaines et des centaines de locataires aînés qui ont été affectés. Et là, nous, on demande un moratoire sur les fermetures de résidences privées pour aînés. Il y a une tentative de la Ville de Montréal, notamment, de l'imposer, mais l'Association des propriétaires de résidences s'y opposait. Les gens qui sont supposés fournir ce service-là disent non, nous, on veut se garder le moyen de vendre, puisque c'est souvent bien plus profitable pour les propriétaires de vendre une résidence puis de le transformer en logement de luxe, puisque soudainement, on peut charger un loyer très cher, mais sans tous les services. Donc, c'est vraiment... Il faut appliquer un moratoire sur la conversion de résidences privées en logement. On parle toujours que la population de personnes aînées augmente. Énormément. Il n'y a pas assez de place en CHSLD, il n'y a pas assez
des logements qui répondent à leurs besoins, puis on est en train de fermer des résidences pour aînés. C'est absurde, là. Les municipalités, puis peut-être même le provincial, doivent agir pour interdire ce genre de conversions-là, qui sont, au final, juste pour permettre à des gens déjà assez aisés de se faire plus d'argent. Non, mon Dieu, c'est de la musique à mes oreilles. Mais là, on voit, je vais aborder encore quelque chose qui est fondamental, on voit qu'il y a une crise du logement. Oui. Là, il y a des gens qui nous disent, il n'y en a plus de logement. Mais là, ils vont où? Et ils sont pas, surtout ici, là, il fait froid là, aujourd'hui. Ah oui, là. donc on voit toutes sortes de stratégies. Donc pour les personnes aînées, on voit des stratégies d'aller vivre avec un de leurs enfants. Particulièrement pour les femmes aînées, on va voir, et ça s'applique pour tout âge, mais des gens qui vont rester dans une relation de violence conjugale, puisqu'ils savent que je vais rien trouver dans mes moyens. Donc, ils décident de rester avec un partenaire violent. On voit des gens qui vont se diriger vers les maisons de chambre, les ressources d'hébergement temporaire. Et évidemment, il y a aussi des gens qui se retrouvent dans la rue face à la crise du logement, là. Mais c'est important de savoir, quand on parle d'un manque de logement, là, à Québec, c'est 0,9% des logements qui sont disponibles. Mais c'est une crise de manque de logements abordable. C'est 3,5% des logements de plus de 1500 qui sont disponibles. Le taux d'équilibre, c'est 3%. Donc, si vous avez 1500, 2000 pièces par mois pour payer en loyer, parce qu'il n'y a pas tant de monde qui ont cet argent-là. Là, tu n'as pas de problème. Là, pas de problème, vous allez pouvoir vous trouver un logement dans 2 semaines. Mais pour les logements de moins de 1250, donc même 1250, c'est pas si abordable, là, mais c'est... 1250, ouais. Mais c'est haut! Oui, mais c'est 0,4% de disponibilité. Donc ça, c'est un logement sur 250 à moins de 1250 est disponible à Québec. Mais ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est vraiment, il faut imposer un contrôle des loyers, un gel des loyers, puis aussi encourager la construction de logements sociaux. Oui, ça, t'as raison. Oh, ça, c'est des revendications qu'il faut tenir. Oh, oui. Parce que ça n'a pas de bon sens, là, vous me dites ça. Parce que là, il y a vraiment des... Là, je comprends. Il y a vraiment des gens qui vont se retrouver dans la rue. Oui, mais on le voit, il y a quelques années, pour la première fois, depuis, je pense que c'est 2022 ou 2023, la principale cause de l'itinérance au Québec, c'est l'éviction d'un logement. Avant, c'était pas ça le cas. Donc, on voit que vraiment la crise du logement fait en sorte que il y a une explosion de la population des personnes en situation d'itinérance. N'importe qui va dehors s'en rend compte, si on vit au centre-ville. Mais je sais. Mais l'éviction, ça n'a pas de bon sens. Oui. Mais les gens, je te dis... Félix, vu que t'es bon, là, il faut que tu nous trouves une façon. Ils nous appellent puis ils nous disent on veut rien faire, on a peur. Oui, ça c'est. Alors, mais là, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, on n'est pas pour les incorporer en dedans d'eux autres puis aller pour eux autres. Tu sais, c'est vraiment là fondamental. Je sais pas vous autres si vous allez faire une campagne ou quoi que ce soit, mais on pourra s'associer parce que ils me disent tout ça. On a peur. Les locataires de se faire mettre à la rue? Ben non, mettons, ils arrivent pour monter le loyer, puis ça n'a pas de bon sens. On a peur même de faire des recours, on veut plus, on craint. Tu vieillis, là. Moi, j'ai des messieurs qui nous écrivent, qui ont 90 ans, mais là, ils peuvent pas se retrouver, ils ont des craintes. Ils peuvent pas... Est-ce que vous pouvez leur fournir un accompagnement à domicile pour... faire toutes les choses avec eux, puis leur aider, je sais pas. Donc, malheureusement, puisqu'on est tellement suscité, c'est 600 appels juste dans le mois de février, plus un nombre... 600 appels de locataires dans le mois de février, plus des centaines et des centaines de courriels. Donc, on peut pas faire... On n'a pas les ressources. On est des groupes qui sont sous-financiers aussi. On n'a pas les ressources d'aller chez le monde, mais le monde peut venir chez nous. On prend des rendez-vous en personne, on peut aider le monde à faire des demandes au tribunal, écrire des mises en demeure. Si les gens n'ont pas accès à Internet, on peut imprimer les documents. Donc, c'est possible, en nous appelant, d'avoir un rendez-vous avec nous. Le monde peut nous appeler au 418-523-6177. Le 418-523-6177. Juste, si vous avez des questions, c'est aussi important de savoir que les conséquences de ne pas défendre vos droits vont quasiment toujours être pires que de prendre le risque et de les défendre. C'est vraiment important de le savoir, ça.
Oui, ça peut être stressant d'aller au tribunal. Oui, c'est plate. Personne n'aime ça. Mais si vous le faites pas, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous faire mettre dehors puisqu'il y a des travaux, vous allez être victime d'une reprise illégale, vous allez accepter des augmentations de loyer qui n'ont pas de bon sens et qu'au final, vous n'allez pas avoir les moyens de les payer. Donc, c'est très important d'avoir conscience que on peut se défendre ses droits. Nous, on communique toujours fréquemment avec des locataires qui gagnent leur cas, là. Il y a vraiment beaucoup de locataires qui, les propriétaires savent que bien les locataires ont peur de défendre leurs droits, donc ils utilisent n'importe quelle tactique, ils respectent pas les normes. Donc bien souvent, on voit souvent les locataires qui gagnent au tribunal, ou tout simplement en disant non, c'est illégal ce que tu essaies de faire, monsieur le proprio, je veux pas me laisser faire. Ça met fin Ça met fin à tout. Bon, ben là, je pense que tu dis quelque chose qu'il faut que tu répètes. C'est important de faire quelque chose, de se défendre. Parce qu'autrement, la situation devient pire qu'avant. Puis là, tu peux te retrouver à la rue aussi. Ah oui, définitivement. Donc, c'est ça, nous, des groupes comme ça, on va accompagner les gens. Puis surtout, lorsque c'était une tentative d'éviction, là, on fait vraiment un suivi accru pour éviter ça, pour éviter que le monde se fasse mettre dehors de chez eux ou elles, et dans les pires des situations, se retrouver à la rue. Vous m'avez dit tantôt, Félix, que vous donniez de la formation sur le logement. Oui. Est-ce qu'un groupe de locataires peut vous appeler, puis dire, nous, on est vraiment intéressé à avoir cette formation-là? Oui, donc parfois, on va dans des résidences privées pour aînés ou dans différents groupes communautaires, dans les cégeps, dans les universités. On fait toutes sortes d'ateliers. Donc, si vous voulez organiser ça, vous pouvez nous appeler aussi au 88-523-6177. Ben nous, c'est peut-être qu'on va faire ça aussi. Ouais, on va rassembler des aînés, puis on va vous appeler comme conférencier. Ça va nous faire plaisir. Bon, ben alors écoutez toutes les paroles qu'il vous a dit. Défendez-vous. C'est moins pire que ce qui va résulter si vous vous défendez pas. Alors, merci beaucoup, Monsieur Félix. Ça fait plaisir de m'avoir, merci. Et puis, merci à vous, puis écoutez-le, c'est important. Merci beaucoup. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.